Dans quel type de démocratie vivons-nous? Une démocratie pyramidale ou horizontale? Une démocratie pyramidale organise le pouvoir du haut vers le bas. Ce modèle privilégie l'ordre, la stabilité et l'efficacité décisionnelle, en éloignant discrètement le peuple des décisions réelles. À l'inverse, une démocratie horizontale cherche à réduire les hiérarchies et à répartir le pouvoir de manière plus directe entre les citoyens. Les décisions émergent davantage de la participation collective des assemblées, du consensus ou des mécanismes de démocratie directe. Nous devrions exiger une hyperdémocratie, donc une démocratie horizontale. Puisque l'homme est un loup pour l'homme et que l'ego des politiciens est sans mesure, cette perspective n'est pas pour demain. Pour introduire le sujet, la forme invisible du pouvoir. Toute société choisit consciemment ou non une manière d'organiser les rapports humains. Derrière les institutions, les lois, les entreprises, les écoles ou les gouvernements se cache toujours une question fondamentale. Qui décide et pour qui? Depuis des siècles, la plupart des civilisations se sont structurées selon un modèle pyramidal. Quelques-uns commandent, beaucoup exécutent. Le pouvoir descend du sommet vers la base, et plus on monte dans la hiérarchie, plus la concentration de richesse, d'autorité et d'influence devient importante. Ce modèle paraît tellement normal qu'il semble naturel. Pourtant, il ne l'est pas. Une pyramide est une construction artificielle. Elle exige des fondations lourdes, une discipline permanente et souvent une justification idéologique. Les monarchies invoquaient le droit divin. Les empires parlaient de civilisation. Les États modernes invoquent la sécurité, l'ordre ou l'efficacité économique. Mais quelle que soit l'époque, le mécanisme reste le même. Une minorité détient un pouvoir que la majorité ne possède pas. À l'inverse, une société horizontale cherche à répartir le pouvoir plutôt qu'à le concentrer. Elle ne supprime pas l'organisation, mais refuse qu'une caste permanente décide à la place des autres. Elle tente d'élargir les espaces de liberté, de responsabilité et de participation. Là où la pyramide fonctionne par domination, l'horizontalité cherche la coopération. Le problème devient alors profondément philosophique et politique. Voulons-nous vivre dans une société où l'être humain doit toujours obéir à une structure supérieure, ou dans une société où chacun participe réellement aux décisions qui le concernent? Cette question est d'autant plus importante que les démocraties modernes prétendent avoir placé la liberté et l'égalité au sommet de leurs valeurs. Pourtant, il existe une contradiction majeure. Le pouvoir lui-même constitue une réduction de ces deux principes. Si l'on observe attentivement, on voit que le pouvoir réduit la liberté. Lorsqu'un individu est soumis à une autorité, il perd nécessairement une part de sa capacité d'agir. Il doit demander une permission, respecter une règle imposée, accepter une décision prise ailleurs. Même dans les systèmes démocratiques, cette réalité demeure.
Et le pouvoir réduit également l'égalité. Celui qui possède du pouvoir devient plus fort que celui qui n'en possède pas. Il peut imposer, orienter, sanctionner ou privilégier. Les relations cessent alors d'être équilibrées. Une hiérarchie stable crée toujours une différence de statut entre les individus. Ainsi, plus une société concentre le pouvoir, plus elle réduit simultanément la liberté et l'égalité qu'elle prétend défendre. La logique pyramidale, efficacité ou domination? Les défenseurs des structures pyramidales affirment souvent qu'elles sont nécessaires. Selon eux, une société complexe exige des chefs, des dirigeants, des experts et des institutions capables de prendre rapidement des décisions. Sans hiérarchie, disent-ils, ce serait le chaos. Il est vrai qu'une organisation horizontale demande davantage de dialogue, davantage de responsabilité individuelle et davantage de maturité collective. Une pyramide permet souvent d'agir vite, mais cette rapidité a un coût. Elle éloigne les décisions de ceux qui les subissent. Dans une entreprise pyramidale, les travailleurs exécutent des orientations décidées par une direction éloignée de leur réalité quotidienne. Dans une démocratie représentative classique, les citoyens délèguent leur pouvoir à des élus qui finissent souvent par former une classe politique séparée du reste de la population. Dans les grandes institutions économiques, les décisions stratégiques sont parfois prises par quelques acteurs financiers capables d'influencer la vie de millions de personnes. La logique pyramidale produit donc une concentration progressive du pouvoir. Cette concentration finit toujours par générer des privilèges. Celui qui est en haut de la pyramide possède davantage de moyens, davantage d'informations, davantage de sécurité et davantage de richesse. Le problème est que cette structure transforme progressivement les individus en simples rouages. On continue alors de courir après l'argent, la croissance et la performance, tout en délaissant la sortie, le bonheur et la qualité réelle de l'existence. La société moderne produit une étrange contradiction. Jamais l'humanité n'a possédé autant de connaissances, autant de technologies et autant de ressources. Et pourtant, beaucoup d'individus vivent dans le stress, la fatigue ou le sentiment d'impuissance. Les systèmes pyramidaux promettent la stabilité, mais ils génèrent souvent une profonde dépossession. L'individu travaille, consomme, obéit, rembourse et recommence. Il possède parfois des droits théoriques, mais très peu de prise concrète sur les décisions fondamentales qui structurent sa vie. Or, une société ne devrait pas uniquement viser l'efficacité économique. Elle devrait également permettre aux êtres humains de vivre pleinement. L'expression « vivre et laisser vivre » résume peut-être mieux l'idéal d'une société libre que des milliers de discours politiques. Une civilisation véritablement humaine ne cherche pas à contrôler chaque comportement, mais à créer les conditions d'une coexistence respectueuse. L'horizontalité, un espace de liberté? Une société horizontale ne signifie pas l'absence totale d'organisation. Elle signifie que l'organisation doit rester au service des individus et non l'inverse. Dans un modèle horizontal, le pouvoir est distribué, partagé, limité et constamment contrôlé.
Les décisions se prennent au plus proche des personnes concernées. Les citoyens deviennent des acteurs réels plutôt que des spectateurs politiques. L'idée centrale est simple. Plus chacun participe aux décisions collectives, plus la liberté et l'égalité progressent ensemble. Cela suppose de créer de véritables espaces de liberté, pas une liberté abstraite réduite à choisir entre plusieurs produits ou plusieurs parties semblables, mais une liberté concrète. Participer, proposer, décider, expérimenter, coopérer. L'horizontalité repose aussi sur une autre conception de l'être humain. La pyramide suppose souvent que les individus doivent être dirigés parce qu'ils seraient incapables de s'organiser eux-mêmes. La société horizontale, au contraire, fait le pari de l'intelligence collective. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle traverse toute une tradition philosophique et politique. Au XIXe siècle, Pierre-Joseph Proudhon affirmait déjà que la liberté ne pouvait exister réellement dans une société fondée sur la domination économique et politique. Pour lui, l'autonomie locale, l'association volontaire et la fédération libre constituaient des alternatives à l'État centralisé. Ce philosophe et théoricien politique français voyait dans la concentration du pouvoir une menace permanente contre la justice sociale. Son célèbre « La propriété, c'est le vol » ne visait pas toute possession individuelle, mais l'accumulation de pouvoir permettant à certains de vivre du travail des autres. Mikhail Bakounine, philosophe révolutionnaire russe, développe une critique encore plus radicale des hiérarchies politiques. Selon lui, tout pouvoir tend naturellement à se conserver et à s'étendre. Même un gouvernement prétendument populaire risque de devenir oppressif dès lors qu'il se sépare du peuple. Enfin, Pierre Kropotkin, géographe et théoricien anarchiste russe, insista sur l'importance de l'entraide dans l'évolution humaine. Contrairement à l'idée selon laquelle seule la compétition ferait avancer les sociétés, Kropotkin montra que la coopération constitue également une force essentielle de survie et de progrès. Ces penseurs partageaient une intuition commune. Une société plus libre doit réduire les structures de domination et renforcer les capacités d'auto-organisation des individus. L'hyperdémocratie, une nécessité historique. Aujourd'hui, cette réflexion devient urgente. Les technologies contemporaines permettent théoriquement une participation citoyenne beaucoup plus large qu'auparavant. Les outils numériques rendent possible des consultations permanentes, des assemblées décentralisées, des prises de décisions collectives à grande échelle et une circulation rapide de l'information. Pourtant, ces mêmes technologies sont aussi utilisées pour surveiller, manipuler ou concentrer encore davantage le pouvoir économique et politique. Nous nous trouvons donc à un carrefour historique. Soit les sociétés continuent à renforcer des structures pyramidales de plus en plus sophistiquées, concentration des richesses, surveillance numérique, dépendance économique, centralisation des décisions, soit elles utilisent les outils modernes pour ouvrir une nouvelle étape démocratique. C'est ici qu'apparaît l'idée d'hyperdémocratie. Hyperdémocratie. L'hyperdémocratie ne consiste pas seulement à voter plus souvent. Elle implique une transformation profonde de la relation entre les citoyens et le pouvoir. Elle cherche à rendre les individus
capable d'intervenir directement dans les décisions économiques, écologiques, sociales et politiques. Dans une hyperdémocratie, le citoyen ne disparaît plus après l'élection. Il devient une présence permanente dans le fonctionnement collectif. Cette évolution n'est pas un luxe idéologique, elle devient une nécessité. Car même pour conserver notre niveau actuel de liberté, il faudra probablement changer de système. Les crises écologiques, les inégalités économiques, l'automatisation du travail et la concentration technologique renforcent sans cesse les mécanismes de contrôle. Si rien ne change, le risque est clair. Les démocraties pourraient conserver leur apparence tout en perdant progressivement leur substance. Et si l'on souhaite non seulement préserver mais accroître notre niveau de liberté et d'égalité, alors il faudra aller vite vers un système radicalement différent. Cela ne signifie pas détruire toute structure du jour au lendemain. Une transformation durable exige de la réflexion, de l'éducation politique, des expérimentations locales et une culture de responsabilité collective. Et l'orientation générale semble essentielle. Moins de domination verticale, plus de participation horizontale. Les limites et les défis d'une société horizontale. Il serait naïf de croire qu'une société horizontale résout automatiquement tous les problèmes humains. L'actualité le prouve. Les conflits d'intérêts, les passions, les ambitions personnelles ou les erreurs collectives ne disparaîtront jamais totalement. Une horizontalité authentique exige un haut niveau de conscience civique. Elle suppose des individus capables de dialogue, d'écoute et de coopération. Sans cela, le risque existe de voir apparaître d'autres formes de domination plus discrètes, influence médiatique, manipulation émotionnelle ou tyrannie des groupes. De plus, certaines situations d'urgence nécessitent parfois des décisions rapides. Une organisation horizontale doit donc trouver un équilibre entre participation collective et efficacité pratique. Cependant, les difficultés d'un modèle horizontal ne doivent pas servir d'excuse pour accepter indéfiniment les injustices d'un modèle pyramidal. L'histoire montre que les sociétés humaines évoluent. Ce qui semblait impossible à une époque devient parfois évident quelques générations plus tard. L'esclavage, la monarchie absolue ou l'absence de droits politiques pour certaines catégories de population furent longtemps considérés comme naturels. Il est donc légitime de penser que les formes actuelles de concentration du pouvoir pourraient elles aussi être remises en question. La vraie question n'est peut-être pas « une société horizontale est-elle parfaite ?», mais plutôt « jusqu'où voulons-nous accepter les limitations de liberté et d'égalité imposées par les structures pyramidales ?» Conclusion, choisir la direction de l'humanité. La forme d'une société n'est jamais neutre. Une pyramide produit des rapports humains particuliers. Obéissance, concentration du pouvoir, compétition verticale et dépendance. Une organisation plus horizontale favorise au contraire la coopération, la participation et l'autonomie. Le choix entre ces deux modèles n'est pas seulement politique, il est aussi moral et philosophique. Quel type d'être humain voulons-nous devenir ? Voilà une vraie question. Un individu soumis à des structures qu'il ne contrôle pas réellement, ou un citoyen capable de participer activement à la construction du monde commun. Nous possédons aujourd'hui les outils techniques, les connaissances historiques
et les capacités intellectuelles nécessaires pour transformer profondément nos sociétés. La véritable difficulté n'est peut-être pas technique mais culturelle. Beaucoup d'individus ont intégré l'idée que la hiérarchie permanente serait inévitable. Pourtant, toute avancée démocratique dans l'histoire est née du refus d'accepter ce qui paraissait immuable. Une société plus horizontale ne signifie pas l'absence de règles. Elle signifie que les règles doivent émerger des individus eux-mêmes et rester constamment discutables. La liberté réelle ne consiste pas seulement à être protégé contre l'oppression. Elle consiste aussi à participer au pouvoir qui organise la vie collective. L'égalité réelle ne signifie pas que tous les individus deviennent identiques, elle signifie qu'aucun être humain ne doit disposer d'un pouvoir excessif sur les autres. Peut-être que le défi du XXIe siècle sera précisément celui-ci. Apprendre à construire des sociétés capables de concilier organisation collective et liberté humaine. Et peut-être que l'avenir appartiendra non aux pyramides rigides du passé, mais au réseau vivant d'une humanité devenue enfin capable de vivre et laisser vivre.